Merci de m'accorder la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous parlerai ici de ce sujet, la police en Corse, quel personnage de fiction. Pour pouvoir répondre à cette question, j'ai opéré un choix. J'ai le choix de... J'ai oublié de vous présenter, je le fais parce qu'en plus on m'a fait une petite note. Ouais. Pierre Bertoncini est un anthropologue et il est à l'université de Corse. C'est quand même important d'avoir ces deux éléments me semblent fondamentaux. Ouais, j'ai eu un doctorat à l'université de Corse et je n'y suis plus. C'est... Pourquoi cette question ? Pourquoi cette question ? Est-ce que vous êtes policière, madame ? Bon. Donc, non, mais le fait de vivre dans un pays, en revanche, donne des informations. Voilà, il y a une population particulière, ça vient d'être dit, mais enfin, on va voir un peu comment ça se passe entre fiction et réalité. Alors justement, le choix que j'ai réalisé pour parler de ce sujet, c'est de parler d'une fiction, d'une série télévisée qui s'appelle Mafiosa. On en est à la saison numéro 4. J'ai focalisé mon attention sur la saison numéro 4. Alors les saisons pour Mafiosa, c'est 8 épisodes de 52 minutes. Hein. Donc j'ai regardé dans 8 fois 52 minutes ce que faisaient les policiers dans cette saison. Pourquoi avoir fait ce choix alors qu'il y a toutes sortes de documents qui sont disponibles? C'est parce que l'auteur, le scénariste de la première saison de Mafiosa était Hugues Pagan, un scénariste qui était policier également et qui a travaillé sur Police District. Police District, ça avait été une série qui avait été analysée. Il y a eu des publications qui ont été faites à ce sujet, qui avait été analysée comme étant la série type qui veut s'approcher du réel, qui veut faire un effet de réalité, un effet documentaire. Alors le paradoxe de Mafiosa 1 quand il était sorti, l'idée originale de Mafiosa c'est Hugues Pagan, c'est toujours écrit, mais Hugues Pagan n'a signé strictement que la saison numéro 1. Donc l'idée première pour Mafiosa 1, c'était de dire c'est une fiction. Il ne faut pas chercher des rapports avec la réalité, c'est une fiction. La preuve, ça part d'un postulat qui ne peut pas se passer, c'est il y a j'utilise des guillemets, enfin, vous comprendrez, hein, il y a un clan mafieux en Corse et son chef c'est une femme. Donc à partir de cette chose qui est impossible, on monte une fiction. Attention, ceci est une fiction. Donc ceci est bien répété dans un univers télévisuel où normalement quand on recherche l'effet de réalité. Ça c'était déjà un des paradoxes de la saison numéro 1 et maintenant c'était en 2005-2006 et maintenant que nous sommes en 2013, la saison que je vais analyser ayant été diffusée il y a un an et demi, on va voir un peu où on en est. Alors pour comparer la fiction et la réalité, je ne dispose pas d'éléments venant des sciences humaines et sociales. Des travaux comme ceux d'Éric Fassin sur un anthropologue dans la police des quartiers ou d'un historien sociologue comme Christian Chavandier avec son histoire des gardiens de la paix, pour la Corse on n'en dispose pas. Donc les sources dont je vous parlerai, ça va être des sources diverses qui vont être croisées en passant de rapports parlementaires à des mémoires de commissaires ou à évidemment d'autres fictions qu'on verra petit à petit. Bon, mais d'abord il faut quand même que je vous parle de ce Mafiosa, de cette saison de Mafiosa 4. Alors, l'intrigue générale, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une femme, Sandra Paoli, elle est la chef d'un clan mafieux. Là, dans cette saison, elle décide de tuer son principal concurrent, qui est son frère, et à partir de là, elle fait une reprise en main des affaires, que ça se déroule sur la Corse, ou que ça se déroule à Paris, dans cette bonne ville de Paris où nous nous trouvons, avec la reprise en main d'un cercle de jeu. Il y a également des nationalistes terroristes qui sont au milieu, qui se font descendre, puisque là, les histoires de concurrence, elles se finissent normalement au cimetière dans cette série. Alors les policiers, dans le premier épisode, on ne les voit jamais.
Donc, dans les autres épisodes, on peut voir un peu leur inefficacité puisqu'il y a tout le temps des morts, mais il ne faut pas s'arrêter à ces apparences puisqu'ils agissent beaucoup. On les voit beaucoup travailler, principalement deux policiers qui sont censés avoir de l'expérience, 2 officiers de police à l'ancienne qui vont aller sur le terrain, qui vont regarder avec des jumelles, qui vont faire des interrogatoires. Et à ces 2 policiers à l'ancienne va s'ajouter une nouvelle policière, une jeune, qui elle travaille sur la téléphonie. Et sans cesse, dans ces 8 épisodes, on va voir comment les téléphones, ça va être quelque chose d'important pour tracer, en reprenant les expressions utilisées, pour faire des filatures, pour voir où sont les gens, jusqu'à pouvoir les repérer à la fin, au bouquet final, puisque je vous dévoile un peu ce qui va se passer à la fin. Il y a une course-poursuite où les policiers suivent en direct, grâce à de la géolocalisation, un crime qui est en train de se faire. Et non seulement ils regardent ça sur des écrans, mais ils vont intervenir sur le terrain. Et ils vont intervenir sur le terrain puisqu'ils sont très courageux. Donc, dans cette saison de Mafiosa, on les voit agir sans trop de résultats au niveau d'interpellation, même si Sandra Paoli est interpellée à la fin, faut le préciser. Mais donc leur enquête est très technique, mais ce sont des très bons spécialistes qui ont du mal à agir sur un territoire dominé par des mafieux. Voilà. Alors voilà, donc là on voit ces policiers. Donc maintenant, je vais vous faire un rappel sur les rencontres médiatiques Police Corse, un rappel chronologique. Une date importante, c'est 1975, les événements d'Alir, où il y avait un commando autonomiste qui est arrivé dans une cave viticole avec des armes. La réponse du pouvoir à l'époque avait été d'envoyer 2000 gardes mobiles sur l'île. Il y a de nombreuses images qui correspondent à ça. Je ne sais pas si vous les avez à l'esprit. À la fin de l'occupation de la cave, il y avait eu 2 morts, 2 gendarmes, pour ne compter que les décès de gendarmes tués. Et il y avait eu également quelques journées sur Bastia, qu'on peut appeler révolte ou émeute, selon le camp dans lequel on se trouve. Alors le Paris Match d'époque, on voyait pourquoi la Corse tue des gendarmes. Ah oui, là on est en train de parler de police. J'ai oublié de le dire, la plus grande partie du territoire corse, c'est la police, et c'est la gendarmerie qui l'a fait. C'est un territoire rural. Donc quand je parle ici de police, il va y avoir des gendarmes, des policiers. Et là, on voit également sur Bastia, il y avait eu au centre-ville de Bastia de nombreux gendarmes qui avaient été blessés. Ça, c'était à Léria. Après, on passe en 1980. Il n'y a pas une image type. 1980, où il y a ceux qui ont été appelés à l'époque des barbouzes, qui sont interceptés par des autonomistes et qui les amènent à Ajaccio. Et la ville d'Ajaccio vit ce que les contemporains de l'époque appelaient une sorte d'état de siège, où la ville était entourée, avec à la fin l'interpellation des autonomistes. Et ça donnait lieu à un procès. C'était en 1980, c'était une étape importante. La gauche arrive au pouvoir en 81, et avec la décentralisation, il y a quand même le FLNC qui continue, et le préfet Broussard, le commissaire Broussard, qui arrive en tant que préfet dans l'île, et qui va marquer l'histoire. On connaît ce qu'il a fait par ses actions à l'époque et par les mémoires qu'il en a écrits. Quand il arrive en Corse, c'est en tant qu'ancien chef de l'anti-gang. On arrive en 86, où on a avec Chirac, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, qui sort sa formule « Je vais terroriser les terroristes », où là on voit comment les forces de l'ordre agissent à nouveau, puisque depuis 1975, la police n'est là que par rapport à de la politique. Au niveau des médias, on voit cette police agir par rapport à la politique. Donc on voit à nouveau là une affiche un avis de recherche par rapport à des militants du FLNC. On arrive en 96. Là, je vais très rapidement, avec la fameuse conférence de presse de 600 clandestins du FLNC historique à Tralonc, qui aurait été, il y a des travaux là-dessus, qui auraient été faites en relation avec Debré, ministre de l'Intérieur de l'époque, par rapport à des tractations politiques.
là, à ce moment-là, le Canard enchaîné fait cette une. C'est à ce moment-là qu'il y a même un policier du RAID qui est tué. C'est dans ce magazine du Canard enchaîné où on voit ça. Et on arrive après, en 98, à l'affaire Erignac, où le préfet Claude Erignac est assassiné à Ajaccio. Donc, par la suite, médiatiquement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la traque du commando qui a tué Claude Erignac, et ça va nous projeter jusqu'à actuellement, avec des procès qui ont continué, etc., au niveau médiatique, ou même des films qui se font. Il n'y a pas longtemps, un film Les Anonymes qui vient de sortir. Tout dernièrement, l'actualité, ça a été, vous l'avez vu normalement, des assassinats qui, eux, ne sont pas politiques, et avec, par exemple, Manuel Valls qui est venu en Corse en disant il y a beaucoup de morts, on va faire, avec le ministre de la Justice, on va faire quelque chose pour que l'île retrouve la paix civile. Voilà. Donc là, comment interroger tout cela pour voir la relation avec Mafiosa? Donc d'abord, je dirais une guerre des polices ou des histoires de policiers. Alors la guerre des polices, au niveau du territoire général en France, c'est quelque chose, vous connaissez l'expression, hein, mais d'après les observateurs sur la Corse, c'est quelque chose, sur toute cette période, qui se voit avec plus de force. Alors, on va faire un petit récapitulatif, hein, avec, dans les années, je remonte qu'aux années 80, avec Broussard, dans ses mémoires, se félicite d'avoir réuni les gendarmes et les policiers sous son autorité, hein, puisqu'il a une sorte d'autosatisfaction. Néanmoins, il note qu'il y avait ce qu'il appelle la cellule lycéenne, des gendarmes qui venaient ou des policiers qui venaient de Paris, qui de temps en temps ne rentraient pas dans la même ligne que ce qu'il faisait lui-même. Quand on est quelques années plus tard, en 96, le Canard enchaîné dont je parlais à l'instant, note comment Claude Guéant, directeur général de la police, montrait qu'il était fatigué d'obéir aux injonctions de remise en liberté du pouvoir politique à l'époque. Donc là, il y avait des dysfonctionnements, des mésententes au niveau des policiers sur le terrain, mais qui sont mises en valeur, mais également au niveau du pouvoir politique. Après l'assassinat de Claude Erignac, il y a eu un rapport parlementaire qui s'appelait le rapport Glavany. Ce rapport Glavany parle d'une police contestée, hein, c'est en titre carrément, une police contestée, et en précisant bien qu'en Corse, le ratio habitants, nombre de policiers, il est multiplié par 2 par rapport à la moyenne nationale. Donc 2 fois plus de policiers, sans résultat, avec l'installation d'un système pré-mafieux. C'est les termes qui sont utilisés dans ce rapport qui est sorti en 98. Hein. Dans la politique de rétablissement de l'état de droit, c'était le titre de l'époque, enfin, c'était les termes utilisés à l'époque. Il y a le préfet Bonnet, on arrive à ce qu'on appelait l'affaire des paillotes, où un corps d'élite de la gendarmerie, les GPS, commet des actes délictueux, il est dissous, et il y a une commission parlementaire de sénateurs qui vient dans l'île pour faire un rapport sur la sécurité. Et là, ce qui montre, c'est un système mafieux ou pré-mafieux, ces termes sont utilisés, et une guerre traditionnelle entre services de sécurité exacerbée par des conflits de personnes. Bon, ils indiquent qu'il y a un dispositif de sécurité pléthorique, à nouveau, comme dans le rapport Glavany. Bon. Donc nous sommes dans une île où les gens qui observent cette île disent qu'il y a beaucoup de policiers, et ces policiers sont désunis. Voilà, en gros c'est ça dans les rapports ou dans les mémoires que je viens de lire. Les universitaires qui évoquent un peu de temps en temps la police, ils en parlent très peu. On a Lefebvre en géopolitique ou Revers en histoire qui parle est-ce qu'il y a une mafia, parce qu'à partir de la mafia on va définir la police par rapport à son rapport à son adversaire, est-ce que c'est une mafia ou pas. Là, ils sont très réservés. Un journaliste qui a beaucoup travaillé, aussi une réflexion sur les médias, qui est Sampiero Sanguinetti, dit dans la dernière période, beaucoup de fonctionnaires de police désireux, on peut le comprendre, d'obtenir plus de moyens, des marges de manœuvre plus larges ou moins contraignantes, tracent donc couramment le portrait d'une mafia, là où nous avons affaire à des phénomènes graves mais plus classiques. Donc ça, c'était écrit il y a à peu près 2 ans par Sampiero Sanguinetti. Donc la toute dernière période,
On a le Justil qui écrit comment il y a des dysfonctionnements dans l'île malgré l'efficacité des policiers. Et il y a un journaliste qui avait écrit, Jacques Folloroux, qui avec un autre journaliste avait déjà écrit les Parrains Corses en 2004-2005, vient de sortir un livre qui s'appelle La guerre des Parrains Corses, où on fait la traversée de cimetières, puisqu'on a à peu près, il évoque à peu près les 100 crimes qui ont eu lieu, 100 crimes de sang qui ont eu lieu dans l'île depuis à peu près 3 ou 4 ans sans être résolu. Donc là, on est dans ce bilan avec à chaque fois des policiers qui sont montrés comme travaillants, étant désunis, avec peu de résultats. Si on compare à Mafiosa, on a quelque chose qui est assez cohérent. Hein. Si on reprend le dernier succès de Folloroux, dans sa guerre des Parrains Corses, chaque fois qu'il parlait des policiers, j'ai essayé de voir quels étaient les termes qui allaient avec. Il n'y a que des termes d'action. On retrouve ça dans ils agissent, ils enquêtent, ils font ceci, ils font cela, très technicien comme dans Mafiosa. Et après, dans le même livre de Folloroux, il va y marquer qu'il y a une guerre des polices où ni les policiers ni les gendarmes n'échangent d'informations sur des objectifs identiques. Il y a une opposition malsaine entre gendarmes et policiers. Je cite les expressions qui sont prises. Hein. Donc on a voilà un peu le contexte dans lequel on se trouve. Voilà. Donc là, je vous ai fait quelques photos des livres étapes de cette représentation. On peut regarder également des polars qui sont donc un genre littéraire, mais qui après vont ressortir dans les médias parce qu'ils vont apparaître dans la presse avec des articles, les journalistes vont les critiquer. Hein. Il y en a un tout récemment qui a eu un certain succès d'estime qui s'appelle I Coursini, où il est présenté comme étant l'auteur, un ancien policier des RG, qui s'appelle Alix de Niger, où là il parle, alors que Folloroux parle d'un bar qui s'appelle la bande du Petit Bar, là c'est une fiction, on parle de la bande du Petit Rad. Hein. Donc là, quand il y a ce livre qui sort en 2012, il fait la suite d'un livre qui s'appelle L'Affaire Corse, qui était sorti en 92, où là aussi on avait un ancien RG présenté comme tel, qui avait également fait un livre où là il parlait surtout d'une transposition de l'affaire Orson, une affaire où il y avait des nationalistes et du grand banditisme qui avait été mêlé au milieu des années 80. Et c'est Broussard en parle beaucoup dans ses mémoires. Et dans cette, il y avait eu la fiction, le polar de 92 parlait de ça en évoquant également un préfet assassiné. Alors, le préfet assassiné, il n'avait pas la prescience d'Erignac, il s'agissait d'un sous-préfet qui avait été tué à l'époque de cette affaire Orsogne. Donc là, on peut comparer au niveau des policiers représentés dans ces polars. C'est les policiers de 92 assez à l'ancienne. C'est étrange, hein, comme ça va vite, hein, les années 80 montrés dans l'affaire Corse, avec les policiers ultra techniques qu'on retrouve dans les coursignes, puisqu'ils sont tout le temps avec de la téléphonie, des caméras thermiques, etc., etc. Bon, ils sont également sur le terrain, puisque on voit qu'ils sont en danger, ils sont montrés en danger. Leur chef, le chef des policiers dans les coursignes, est montré comme connaissant la Corse depuis Erignac. Donc quand il arrive, il y a déjà le représentant de l'État qui a été assassiné. Et il y a là dans ce polar, on voit un quart de CRS qui va se recevoir un obus une roquette d'un lance-roquette. Donc le policier prend la défense des forces de l'ordre qui sont en danger sur l'île. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, j'ai essayé de prendre un peu de distance avec avec ces différentes sources, en regardant un peu dans la bande dessinée, pour voir s'il y avait une autre représentation qui apparaissait. Alors, la bande dessinée la plus célèbre ayant l'espace de la Corse comme territoire, mise en scène, c'est Astérix en Corse. Je vous rappelle que
quand Astérix en Corse commence, on voit cette carte où vous savez qu'Astérix, ça joue sur des anachronismes. Donc voir les légionnaires romains comme étant les policiers ou les gendarmes français de 1973 à l'époque de la parution de l'album, ce n'est pas très difficile. Donc là, on voit un camp, une Corse qui est entourée de camps, on pourrait dire presque de casernes de gendarmerie. Hein. On est dans une époque où il y a la montée du mouvement nationaliste qui s'appelait à l'époque régionaliste ou autonomiste. Et assez rapidement, le héros, on voit que c'est un prisonnier qui en fait est un prisonnier politique, hein, qui va rentrer grâce à Astérix en Corse. Et quand il arrive en Corse, on voit une île sous surveillance. Dès qu'on débarque, les forces de l'ordre le savent, le voient, et vont tout de suite en référer à leur autorité. Donc une île sous surveillance, avec là un texte de Caterina Talbot-Cicix qui dit en Corse, on n'en voit que des minables, à part quelques troupes d'élite qui sont avec. Là, il disait pas. Le consul, je ne sais plus quel est le fonctionnaire romain, le prêteur d'Aléria. Voilà. Donc, on voit également parmi une figure très étrange, hein, d'un Corse qui est, là, et c'est même indiqué, qui est le seul Corse à être légionnaire, un Corse qui est en fait gendarme. Et là, on a le statut du Corse gendarme ou du Corse policier, qu'on retrouve également dans toutes les sources que j'ai indiquées tout à l'heure, avec des questions qui sont posées à ce sujet. Hein. En fait, est-ce qu'ils sont fiables, est-ce qu'ils ne sont pas fiables? C'est la question qui est sous-entendue. C'est très étrange, mais c'est un des personnages. Il y a le policier, puis il y a le policier corse en Corse. Hein. Mais j'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails. En 2000, il y a le grand succès de l'enquête corse. Alors, si je vous ai montré la carte de la Corse pour montrer la présence policière telle qu'elle avait été indiquée par Uderzo et Goscinny, dans l'enquête corse, ça ne se passe pas comme ça. Dans l'enquête corse, j'ai compté le nombre de cases qu'il y avait, et j'ai compté le nombre de cas où il y avait des policiers, des gendarmes ou des forces de l'ordre du type raid, des interventions. Là, on voit un espace qui est saturé. Hein. Donc là, on a ce qui est saturé, où il y a, en gros, c'est du plus de 35%. 35% des cas, à chaque fois on voit un policier, la figure du policier apparaître. Ce qui était indiqué dans les rapports parlementaires sur des forces de l'ordre pléthoriques, là on l'a là, hein, on a une société qui est complètement contrôlée, sous contrôle policier. Avec là, dans la couverture, j'ai pas trop le temps de détailler, mais on voit les gendarmes, enfin on voit les différentes catégories de policiers qui sont à gauche, contre là les Corses qui sont divisés entre population observatrice et cagoulée, pour reprendre cette appellation. Donc de temps en temps, dans l'enquête corse, c'est quelque chose de comique, puisque de temps en temps, il y a un cafouillage entre toutes les forces. Par exemple, dans cette planche, on voit simultanément apparaître différentes forces de l'ordre qui ne s'entendent pas par rapport à ce qu'elles doivent faire. Je rappelle que dans l'enquête corse, à aucun moment on ne voit apparaître quelqu'un qui appartient au grand banditisme. Hein. Il y a les forces de l'ordre contre des nationalistes qui parfois font du racket, mais c'est pas qualifié comme étant du grand banditisme par Pétillon. Voilà. Donc, après avoir vu ces deux grandes bandes dessinées, on peut en regarder d'autres pour voir un peu ce qui se passe. Et la plupart du temps, ce sont des dérivés, sauf exception, comme par exemple ce dessin de presse nationaliste fait en 1980, avec contemporain de l'affaire Bastelica-Fesch dont je parlais tout à l'heure. Là, on a une bande dessinée tout à fait récente, où on voit l'incompréhension totale entre la DNAT, Direction nationale antiterroriste, et quelqu'un qui est censé représenter le peuple corse, hein, ce héros, un petit vieux qui s'appelle Pedro Zant, où on voit est-ce que vous me haïssez. Donc là, on a une bande dessinée où il y a une dualité entre deux groupes. On va la retrouver là. Ça, c'est dans le vécu quotidien avec des CRS. On n'est pas dans une banlieue parisienne, on est dans une banlieue d'une ville corse. Les Corses aujourd'hui sont la plupart du temps citadins. Hein. Et là, on voit également des CRS qui sont là, quoi. Au niveau... donc là, dans les bandes dessinées, on retrouve souvent
on retrouve souvent des stéréotypes qui correspondent à l'omerta. Là, c'est une bande dessinée qui s'appelle les blagues corses. C'est un catalogue de stéréotypes sur la Corse qui est très riche. On voit apparaître des policiers. Là, on voit donc un gendarme qui demande à ce que lui donne le portrait robot de quelqu'un qui a fait sauter une maison, une villa. Et évidemment, le portrait robot, ça fait rire tout le monde. C'est une cagoule. Voilà, donc là, l'omerta, les gens savent, mais ils disent rien. Voilà. Même chose là, avec un jeu de mots. En Corse, vous aurez plus de chances d'avoir des parrains qu'avoir des témoins. Voilà. Donc là, on peut dire dans cette bande dessinée les blagues corses, c'est les dernières prises de position de Manuel Valls en Corse, disant les Corses savent, les Corses doivent parler. On peut dire qu'il y a une là, on est dans la même ligne idéologique, on dira. Ils savent, il y a une omerta qui est là, et c'est montré la bande dessinée avec des policiers qui n'arrivent pas, des policiers stéréotypés également, avec la gabardine, qui n'arrivent pas à agir. Là, on a un autre dérivé de l'enquête corse, c'est la contre-enquête, on ne peut pas être plus clair, plus explicite, avec là encore une variante. Là, c'est un mix avec l'enquête corse et Astérix, où on voit donc des endroits où il y a des gendarmeries, mais là également comment est-ce que c'est appelé, des clandestins. La Légion étrangère qui est bien présente dans l'île, et les mairies, en rappelant que les maires, ce sont, dans la plupart des communes qui sont rurales, c'est l'officier de police judiciaire le seul à résider dans la commune rurale dans laquelle il se trouve. Un maire en France, c'est un officier de police judiciaire, il me semble. Là, on a dans cette contre-enquête, on a une interpellation typique de l'époque d'après le décès, l'assassinat d'Erignac, où il y avait eu des centaines d'interpellations, puisque ça se finit par la libération du témoin. Ils se sont trompés, mais la personne a déjà avoué. Donc on a affaire à une police qui arrive massivement et qui est en relation avec Paris, qui envoie à Paris les prévenus. Là, on a encore des blagues avec des gens qui sont sous écoute, des prisonniers qui sont sous écoute avec les policiers. Donc là, on retrouve un peu une ambiance qu'il y a dans Mafiosa, dans une coursigne. Voilà. Et dans ces mêmes blagues corses, on a, après une conférence de presse où il y a des clandestins, des gens ils se sont invités à partager un banquet avec les clandestins, et un des journalistes, là on voit donc les médias, qui lui, en fait, s'appelle Frité, il s'était retourné, donc il est appelé par une autorité, non, c'est un policier en civil, puisqu'il a appelé, mais il a été bâillonné, voilà comment c'est représenté. Et torturé. Voilà, atrocement. On se croirait dans Fernandel. Dans Fernandel, voilà. Donc là, un des derniers bouquins qui est sorti, c'est Bienvenue chez les Corses et Bonne Chance. Donc là, on retombe on rigole avec des stéréotypes. La pire chose qui puisse arriver à un gendarme, au lieu d'être envoyé en Irak, c'est d'être envoyé en Corse. Voilà. Bon. Donc on dit à ce gendarme, bon voilà, tu as bien travaillé, tu connais tout ton métier, tu vas arriver en Corse, et bien oublie tout ce que tu savais. Donc c'est super drôle. Alors, moi par rapport à ce qui était au but premier, à faire la relation entre fiction, dans les policiers représentés dans Mafiosa, et puis après réalité, ce qu'on peut en savoir par le témoignage d'autres acteurs. Moi-même n'ayant pas fait une enquête de terrain particulière sur la police et la gendarmerie, on arrive à quelque chose où ça va pas, ça colle pas, dans le sens où les grands dessinateurs comme Goscinny, Uderzo et Pétillon, eux, travaillent sur le non-sens qui sont importés d'Amérique. Il y a un non-sens, c'est illogique. Bon, et nous on va travailler dessus, on va faire rire là-dessus. Bon, mais après que d'autres acteurs de la société disent c'est illogique, c'est un non-sens, quand on est chercheur en sciences humaines et sociales, ça va pas. On essaie de trouver un sens, si on peut. Donc là, moi, je l'ai pas trouvé, si ce n'est qu'il y a des acteurs, donc là, qui sont dans un pays où il y a l'omerta, la vendetta. Bon, ça, ce qui avait été très bien écrit par Bérimé en 1840, mais qui a été très galvaudé. C'est devenu des stéréotypes, ce qui était une très belle œuvre Colomba. Là, on est dans du stéréotype. Et donc là, comme ça, pour moi, ça me convenait pas. J'ai re-questionné les sources que je viens de vous montrer, avec
avec un autre élément, si j'ai le temps. Il faut terminer. Je conclurai rapidement là-dessus en émettant une hypothèse, c'est qu'en fait, il y a là, et comme c'est pas logique, ça ne peut pas fonctionner, c'est qu'en fait, pour moi, il y a une trace d'un traumatisme, et ce traumatisme, c'est la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, on la retrouve de partout dans la plupart des sources. On va reprendre, si vous voulez, Astérix, hein, avec le Salamix. Le Salamix, c'est le harki, hein, tout simplement. La figure du harki qui est là, un Corse qui est Tchavekeki, qui est, à un moment donné, il est même appelé renégat quand il y a la révolte des Corses. Tiens, renégat. Quand on a la couverture de Paris Match que je vous montrais tout à l'heure, le sous-titre qu'il y a après pourquoi la Corse tue des gendarmes, il y a comme question une photo de ratissage, une guerre dans le maquis, avons-nous négligé la Corse comme autrefois l'Algérie? Donc ça, on est en 75, Paris Match. En 83, Broussard, dans ses mémoires, donc quand il est en 83-85, il décrit un syndrome du harki qu'il y avait en Corse. Il décrit comment lui, par rapport, c'est le terme qu'il utilise, le syndrome du harki. Hein. Dans le même temps, les nationalistes qu'il combat, eux-mêmes, quand ils voient le préfet Riolacci, préfet de police en 75, il appelle Rio l'Arki. Hein. Donc il y avait, pour les acteurs du temps, c'était les Corses qui sont avec les Français, pour reprendre les termes utilisés, ce sont des harkis. En 92, quand on lit l'affaire Corse, le héros Méran raconte à un moment donné, alors il y a plein d'histoires de ce qu'était le SAC en Corse, qui était un groupe qui s'appelait French. Il parle de la guerre d'Algérie, de souvenirs de guerre d'Algérie. Il fait dire à ces personnages et ces policiers qui sont en Corse en poste dans les années 80, il leur fait évoquer les souvenirs de la guerre d'Algérie. Broussard qui parle de harki, ça se retrouve dans le rapport Glavany en 98. Dans les peu de choses qui sont citées de ses mémoires, ça apparaît dans le rapport Glavany. Et enfin, quand Hugues Pagan, en 2005, crée Mafiosa, Hugues Pagan dans sa biographie personnelle, il est né en Algérie, il a eu une jeunesse en Algérie, il a connu la guerre d'Algérie, et juste avant, pour Canal+, qui diffuse Mafiosa, il a fait un film qui s'appelle SAC, des hommes de l'ombre, où il s'est replongé complètement dans l'ambiance de cette époque. Et j'achèverai en parlant des coursignes, sortis en 2012, où un personnage pour évoquer la façon dont les enquêtes ont été menées à l'époque après Erignac, les personnages avec le langage imagé disent c'est façon bataille d'Alger. Donc on voit, pour moi, ce personnage qui apparaît de la mémoire policière de l'Algérie. Quand je dis mémoire policière, c'est pas seulement les policiers, c'est également l'ordre, le maintien de l'ordre. Hein. Par exemple, Broussard, il n'était pas commissaire, il était officier dans l'armée, il était jeune officier dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Donc comment cette mémoire de l'ordre pendant cette guerre coloniale continue à être là, mélangé un peu avec un peu d'omerta, un peu de vendette, et on continue à vivre ce traumatisme, à se le répéter sur quelque chose qui est toujours présent. Hein. Donc, au niveau des médias, il avait déjà été montré, il y a un chercheur qui a mis en évidence comment les immigrés algériens, pour en parler en France, la guerre d'Algérie était toujours là au niveau des images, c'était un prisme. Et bien là, pour comprendre cette relation qu'il y a entre la France et ses policiers sur le territoire méditerranéen de la Corse, moi maintenant, à la fin de cette petite recherche que j'ai fait grâce à l'appel à ce colloque, quoi, c'est que il y a quelque chose à travailler, c'est au niveau de cette guerre d'Algérie qui est toujours là, qui est toujours un traumatisme. Voilà. Pour ne pas parler actuellement, il y a des légionnaires qui partent de Calvi pour aller se battre au Mali, juste à la frontière algérienne. Donc on est encore dans cette situation post-coloniale, et pour comprendre ce qui se passe en Corse, moi je propose de sortir de l'illogique. Bon, c'est rigolo quand il s'agit de Pétillon et du Derzo, mais sinon, je propose de sortir de l'illogique en montrant bien qu'il y a quelque chose de post-colonial qui est là. Merci beaucoup.